Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des critiques d'Oupienne, vos critiques de comics hebdomadaires. Maintenant, vous commencez à connaître le principe. Donc, toutes les semaines, je vais vous présenter 3 ou 4 comics de ce que j'ai pu lire pendant la semaine. Alors, ça peut être des nouveautés, ça peut être de la VO, ça peut être de la VF, ça peut être de l'oldie, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi en fonction de mon envie. Et puis, je vous les décris, je vous les commente. Et puis, le but du jeu, c'est que vous puissiez répondre à mes critiques, à mes commentaires, puisque vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de discuter avec vous. Alors, les critiques d'Oupienne, c'est un format qui revient, puisque j'en ai fait plus de 20 ans à l'écrit. Maintenant, ça revient sous forme de vidéo. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Ça vous plaît. Merci beaucoup de suivre depuis maintenant plus de 2 mois. Donc, je vous remercie encore. Et puis, si vous venez de débarquer pour la première fois dans cette émission, bienvenue, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Ça fait marcher le référencement et c'est toujours un plaisir. Alors aujourd'hui, écoutez, on va commencer par quelque chose qui va sortir chez Urban Comics en plusieurs formats. Je parle de Exquisite Corpses. Alors, en français, ce serait les cadavres exquis. Et le principe est un petit peu le même, puisque vous savez que qu'est-ce que c'est qu'un cadavre exquis? Eh bien, quelqu'un écrit quelque chose ou le début d'une histoire, et puis c'est deux autres personnes qui vont qui vont broder à partir de l'histoire qui a été écrite par quelqu'un d'autre, et qui vont inventer la suite, et qui vont passer le relais à d'autres personnes, etc., etc. Et là, c'est le même principe en comics. Alors, c'est pas un principe novateur, je dois me rappeler, moi, d'une mini-série qui s'appelait DC Challenge, qui était faite dans les années 80, où les artistes se passaient et les scénaristes se passaient la main d'une histoire à l'autre. Sauf que là, c'est donc James Tynion IV, l'auteur à succès de The Nice House on the Lake, de plein de choses, de World 33, de Department of Truth. C'est un scénariste qui est très important et que Urban met en avant très très souvent. Et donc ça, c'est son nouveau projet avec Michael Walsh. Alors Michael Walsh, moi je le connais parce qu'il a fait, il me semble, Frankenstein, que j'ai pas trop lu, mais il avait fait des X-Men aussi, je me rappelle, peut-être Worst X-Men Ever. Je me demande s'il n'avait pas fait du X-Files aussi. C'est un très bon dessinateur. Et donc les deux, donc Tynion au scénario et Walsh au dessin, ils lancent une histoire. Et puis, les chapitres qui suivent vont être réalisés par d'autres scénaristes et d'autres dessinateurs qui devraient, en théorie, ne pas suivre, devraient faire la suite sans qu'il y ait de plan préétabli. Ça, j'y reviendrai un petit peu après. Qu'est-ce que ça nous raconte, Exquisite Corpses? Eh bien, ça nous raconte, en fait, l'histoire, tous les 5 ans, les 13 familles les plus riches du monde se réunissent pour définir laquelle va avoir le pouvoir pendant encore 5 années. Et comment ils vont décider qui va avoir le pouvoir? Tout simplement, ils vont faire une espèce de concours, de battle royale, puisque chaque famille va choisir un tueur en série, et ils vont les mettre dans une ville coupée du monde, qui est à chaque fois différente tous les 5 ans. Là, on est dans une petite ville au fin fond, alors je ne sais plus où, de l'Oklahoma, je ne sais plus trop, dans le Maine, voilà, dans le Maine. Donc la ville va être complètement coupée de l'extérieur pendant 24 heures, la nuit d'Halloween. Et donc, tous ces tueurs en série vont tous se dézinguer entre eux, dézinguant la population au passage, puisqu'il y a même des concours annexes sur celui qui tuera le plus de monde. Donc chaque famille choisit son tueur en série, et puis, le dernier qui restera, la famille qui a choisi le dernier tueur en série qui va rester, sera au pouvoir pendant 5 ans. Bon, le concept n'est pas très original, mais ça fonctionne plutôt bien. Donc nous avons Tynion et Walsh qui lancent la série. Alors comme toujours avec Michael Walsh, c'est des très très bons dessins, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il y a des personnages secondaires, des personnages de la ville, notamment une ambulancière,
un couple de personnes qui doivent garder un enfant pour Halloween. Évidemment, la population n'est pas au courant, hein, donc alors voilà, vous avez des présentations des différents tueurs en série. Voilà, il y en a donc 13, hein, un pour chaque famille. Euh, alors des fois, ils sont un petit peu bizarres, hein, ces tueurs en série, vous voyez, c'est... Voilà. Euh, c'est plutôt pas mal, ça fonctionne pas trop mal sur le premier épisode. Donc, bon, le premier épisode qui nous introduit vraiment euh, la baston, hein, qui nous met quand même ce personnage-là, le lone gunman qui est ici, qui nous le met en valeur. Donc on sent quand même que ça a l'air d'être le héros de la série. Et c'est ce qui me gêne un petit peu en fait dans le principe. Je ne sais pas si dans le principe du... Alors dans le principe du cadavre exquis, c'est pas facile à dire, euh, en général, la personne qui prend le relais invente complètement par rapport à ce qui a été écrit avant. Là, on nous vend le principe, moi j'ai du mal à penser que l'histoire n'est pas déjà un petit peu écrite, tout du moins dans sa conclusion ou dans sa trame. Euh, Parce que je vois mal... je vois mal comment ils peuvent continuer sans s'être un petit peu arrangé au départ. Parce que quand même, le premier épisode, qui est un épisode double, hein, qui est signé donc Tynion et Walsh, il met quand même plein d'intrigues et de sous-intrigues en place. Et alors, je ne sais pas quelle est la liberté qui aura été accordée aux autres. Alors là, j'ai un TPBVO, hein, et les deux autres chapitres qui suivent, puisqu'il y a 3 épisodes dans ce TPB. Donc le deuxième est fait par Michael Walsh. Donc du coup, c'est pas vraiment un cadavre exquis, puisqu'il sait ce qu'il a dessiné, en fait. Bon, ok. Et les dessins sont de Mariana Ignazzi, que je ne connais pas du tout. Oui, voilà, donc ça reste quand même clairement dans la même lignée que ce que fait Michael Walsh. Hein, ça ressemble quand même beaucoup, un peu moins bon, mais pourquoi pas. Et puis le troisième épisode est quant à lui signé donc Pansak Pichette Choteux, hein, la personne qui avait fait le fabuleux The Good Asian, que je vous conseille, hein, qui est une superbe série, qui avait fait aussi Infidèle, me semble-t-il. C'est un ancien éditeur de Vertigo qui s'est relancé dans les scénarios et qui est très très bon. Donc Pansak Pichette Choteux, hein, vraiment. Donc c'est lui qui signe le scénario du troisième épisode. Et il est accompagné par Valentine Delandro, alors que moi j'avais plus vu quasiment depuis X Factor ou du Superman. Et alors le dessin de Valentine Delandro, je trouve qu'il a vachement changé par rapport à d'habitude. Après c'est très bien, hein, ça reste vraiment très intéressant. Mais je sais pas trop où ça va. Voilà, j'ai du mal à croire. Voilà, alors peut-être parce que je sais pas, je suis méfiant de nature, j'en sais rien. Mais j'ai quand même du mal à croire que rien ne soit prévu et que les auteurs qui arrivent après euh, brodent vraiment sans connaître ce qui doit arriver. J'ai des petits doutes là-dessus. En plus, je vois pas de grosses différences, hein, d'un épisode à l'autre. J'ai pas retrouvé les signes distinctifs de Pansak Pichette Choteux sur l'écriture. Pour moi, ça aurait été scénarisé par Tanyan The Fourth. Sur les trois épisodes, ça aurait été la même chose. Après, ça suit bien, ça se lit bien. Bon, si les personnages secondaires, ceux qui restent dans la ville, les habitants de la ville, il y en a quelques-uns qui sont très bien décrits, donc on s'y attache, ce qui est une très bonne chose. Les dessins sont très très bons, enfin ils sont largement à la hauteur, hein, surtout Michael Walsh, hein, du coup. Et Valentine Delandro, j'ai un petit peu plus de mal avec la personne qui est dans le deuxième épisode, hein, dont je vais vous redonner le nom, Mariana Ignazzi. Et ben aujourd'hui j'ai du mal. Hein. Bon, c'est pas mal, ça suit bien, l'intrigue est classique, hein, on va pas se mentir.
c'est pas de la haute BD, c'est des tueurs en série qui se battent. Alors, il y en a qui ont des designs intéressants, il y en a d'autres qui sont très anecdotiques, hein. On verra bien, mais ce qu'il y a, c'est que dès le premier épisode, vous avez quand même des tueurs en série qui sont largement mis en avant, et je pense qu'on ne peut pas les tuer tout de suite. Enfin, moi, si j'étais scénariste et que j'étais un petit peu fourbe, d'entrée, je tue tout le monde parce que j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon truc de cadavre exquis. Je pense qu'il doit quand même y avoir une trame générale. Euh, J'en sais pas plus. En attendant, est-ce que ça vaut le coup? Bah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est Exquisite Corpses. Je pense que ça prendra tout son sens ben, avec l'intégralité de la série qui doit faire 13 épisodes. Je ne connais pas le nom des auteurs qui vont se relayer par la suite. Je pense que ce sera des auteurs plutôt indépendants. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas révolutionnaire, le principe est sympa. J'attends de voir où ça va. Est-ce que je suis vraiment convaincu? Ouais, c'est pas mal. Donc je vais mettre 3 brocolis. 3 brocolis pour Exquisite Corpses. Urban va le sortir dans plein de formats différents. D'abord sous forme euh, d'épisodes solo. Alors, je crois qu'il y a 2 à 3 épisodes par bouquin. Peut-être qu'ils vont sortir 3 TPB comme ça avant de le mettre dans un grand truc. Un petit peu comme ils avaient fait pour The One Hand and the Six Fingers ou Batman Silence 2, il me semble. Donc, ouais, c'est une histoire sympa pour le moment. Je vous dis, j'attends de voir quand même jusqu'où ça va. Est-ce que c'est cohérent? Pour l'instant, salé, c'est peut-être même trop cohérent pour me faire penser à la notion de cadavres exquis. En attendant, c'est plutôt rigolo comme concept. Et puis, ben, donc, je vous l'ai dit, hein, je mets donc 3 brocolis pour ce Exquisite Corpses qui était publié chez Image, hein. Alors, on va continuer. On va continuer avec quelque chose qui est sorti il y a quelques temps aussi. Je vous avais fait un Deluxe Marvel sur Cléa, qui était devenu Doctor Strange, et à la fin, donc le Doctor Strange revivait. Et ben voilà, on a la suite hein, donc du Doctor Strange, toujours par Jed MacKay, et au dessin, cette fois-ci, c'est Pasquale Ferry, donc, qui va nous raconter les aventures de ce Doctor Strange qui est revenu à la vie, et qui a une bonne idée au départ, même si elle n'est pas suivie dès le 2e ou 3e épisode. C'est le Doctor Strange qui va essayer de répondre aux super-héros quand ils ont besoin de lui pour de la magie. Par exemple, quand Spider-Man ou Captain America vont se retrouver confrontés à de la magie et qu'ils n'ont pas l'habitude, eh bien, le Doctor Strange va être là pour les aider. Mais c'est une idée qui fait long feu, hein. Vraiment, au bout de 2-3 épisodes, on n'en parle plus. Parce que il y a un sorcier suprême qui en avait beaucoup contre le Docteur Strange qui est assassiné. Et les soupçons se portent sur Cléa, sur Doctor Strange, puisqu'en fait, on apprend que le Doctor Strange, il y a beaucoup d'ennemis qui ont voulu sa mort, qui sont assassinés les uns après les autres. Alors, bon, il y a pas mal de soupçons sur Cléa, il y a pas mal de soupçons sur le Docteur Strange. Vous avez cette fameuse agence, ce shield de la magie qui avait été introduit dans la série Cléa, qui est toujours là, hein. C'est une création de Jed MacKay, donc il la réutilise. Et pendant ce temps-là, on apprend que la maman de Cléa se remarie avec un démon. Donc ils vont assister au mariage. Et on apprend aussi que la maman de Cléa est enceinte. Donc voilà, il y a toute une intrigue pour savoir qui est responsable donc des meurtres de ces méchants magiciens. Et en fait, la réponse va être assez intéressante, je ne vous la donne pas, mais disons qu'on risque d'avoir une version un petit peu plus sombre, alors qui s'appelle... comment il s'appelle? Il s'appelle le Général Strange, voilà. Est-ce qu'il y a un rapport avec le Docteur? Je vous dis rien. Mais clairement, ça se lit pas trop mal. Voilà, puisque dans ce Deluxe, il y a les 18 épisodes de la série, un Doctor Strange. Et donc, toute la première intrigue, c'est sur ce fameux Général Strange. Alors, vous avez les Vishanti, vous savez, ces espèces
d'entités surnaturelles qui choisissent les sorciers suprêmes, mais qui en ont finalement pas grand-chose à faire. C'est à partir de là que ça vient, toutes les histoires de sorciers suprêmes qu'on nous sort avec One World Under Doom, là, Scarlet Witch qui va devenir sorcier suprême. Ça part de là. Je pense que ça part de là. C'est pas mal. C'est pas mal. Jed MacKay, moi, il me... Ouais, là, c'est correct. C'est beaucoup mieux que ce qu'il avait fait sur Cléa. Après, ça casse pas non plus trois pattes à un canard. C'est très classique. Mais ce qui marche vachement bien, et je pense que vous l'avez vu, c'est que là, au dessin, on a Pasquale Ferry, qui réalise quand même pas mal d'épisodes. Pasquale Ferry, il en fait une petite dizaine sur les 18. Le reste est un peu moins bon. Mais clairement, clairement, les dessins de Pasquale Ferry, ça fonctionne très bien. Moins bien quand il est remplacé. Voilà, parce qu'il y a des fill-in. Pasquale Ferry, de toute façon, il n'a jamais été vraiment connu pour sa régularité. Par contre, quand c'est des fill-in, des fois, ça pique un peu. Des fois, ça pique un peu. Donc, l'histoire sur qui tue tous ces méchants sorciers qui envoient le Docteur Strange, c'est plutôt correct. Malheureusement, la série se retrouve embourbée dans le crossover sur les vampires. Et là, c'est Blood Hunt qui s'appelle ce crossover que j'ai pas lu. Et là, c'est tout de suite moins bien. On sent que Jed MacKay, il en avait pas... Pourtant, je crois que c'est lui qui est à l'origine du crossover. Il y a du Blade qui arrive, il y a des vampires, et là, c'est pas terrible du tout. C'est pas terrible du tout. C'est en tout cas largement en dessous de la première histoire, qui peut faire penser un petit peu à une version Magus ou Maestro, vous allez voir. C'est plutôt correct, mais alors là, toute la partie avec les vampires, c'est pas bon. Même si ça continue d'être plutôt bien dessiné, par Pasquale Ferry notamment. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Mais alors, cette histoire avec les vampires m'a pas plu et ça dessert le bouquin. J'aurais peut-être préféré qu'ils ne sortent pas les épisodes avec les vampires. Ça finit en autre boudin parce que le crossover, on l'a pas plus que ça, quoi. Donc, bon, il y a une conclusion quand même, il y a une conclusion quand même, mais c'est pas... C'est dommage, ça enlève un peu son cachet à la première histoire qui était particulièrement bonne, et rien que pour ça, parce que vraiment, surtout c'est très très bien dessiné, je vais mettre aussi 3 brocolis, parce que c'est pas mal, ça reste quelque chose que vous pouvez lire, c'est plutôt bien, dommage que la fin... rabaisse un petit peu le total parce que vraiment j'y crois pas moi à ce crossover avec les vampires. Je l'ai pas lu et c'est pas fameux. Voilà. Donc 3 brocolis pour ce Doctor Strange, la vie de Doctor Strange, qui vient évidemment après la mort du Doctor Strange. Classique, voilà, classique, plutôt pas mal. À voir. Et on va finir nos critiques doupiennes de cette semaine. Alors là, voilà, moi, avec ce qui m'éclate toujours, un omnibus. Et c'est pas n'importe quel omnibus, puisque c'est l'omnibus de Warlord par Mike Grell. Alors évidemment, là, je m'adresse à des gens qui sont nés au minimum avant les années 90. Puisque The Warlord, c'est un personnage DC Comics qui est sorti dans les années 70, qui a été publié en France dans les années 80, alors par Aredit, d'abord en fascicule couleur et puis en tout petit format. Et moi, j'en avais lu quelques-uns quand j'étais petit, vraiment, je devais avoir 10 ans, 12 ans, je sais plus. Et ce personnage m'avait toujours intrigué. J'avais bien aimé les histoires. Ça a été publié, The Warlord, ça n'a jamais été republié, sauf en showcase chez DC il y a à peu près une dizaine d'années. Alors les showcases, qu'est-ce que c'est? C'est des gros formats, mais noir et blanc, avec un papier dégueulasse. C'est ce qui ressemblait un petit peu aux Essentials de chez Marvel.
Et puis là, voilà que DC décide de nous ressortir un Omnibus Warlord avec les 36 premiers épisodes de la série. Et forcément, bon, j'ai craqué. Je voulais pas, parce que j'avais déjà une grosse partie de ces épisodes dans le fameux showcase en noir et blanc, et que moi, les collections ne me gênent pas. Mais j'ai appris en fait que cet omnibus, en fait, il est très particulier. Je vais enlever la jaquette, hein, je vais enlever la jaquette. Stéphane, hein, si tu m'entends, voilà. J'ai enlevé la jaquette pour pouvoir manipuler un peu mieux le bouquin. Donc vous avez une couverture qui fait le tour de l'omnibus, hein, réalisé par Mike Grell. En fait, cet omnibus, il est super léger. Par rapport aux autres omnibus, c'est un truc de dingue. Pourtant, il fait plus de 1000 pages. Il est hyper léger parce que là, ils ont choisi un papier. Alors, je ne sais pas si ça se voit, si ça va se voir à l'image, mais ils ont choisi un papier qui n'est pas glacé. C'est vraiment un papier comme à l'époque, si vous voulez. Alors, un petit peu mieux, hein, le grammage est vraiment différent. Et ce qui permet, et moi je trouve que c'est une excellente idée pour les vieilles séries, c'est que ce papier-là, il est nettement mieux pour les couleurs d'origine. Et donc, ils ont pu conserver un petit peu les couleurs d'origine. Il y a certainement dû y avoir encore du travail là-dessus. Mais donc, ça rend l'omnibus beaucoup plus léger, donc beaucoup plus maniable. Ouais, les gens qui sont là, qui disent « Ouais, les omnibus, on ne peut pas les lire chez nous. » Hop, voilà. Et j'ai pas besoin de muscu. Hein. Il est vraiment très léger, 2 à 3 fois moins lourd qu'un omnibus classique. À cause ou grâce à ce papier, en fait, ce papier qui est du papier journal, un peu plus épais quand même, et qui rend vraiment hommage aux couleurs d'origine de la série, et ça, je trouve que c'est une très très bonne idée. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, ce Warlord, parce que là, j'en parle, mais je ne vous ai pas raconté de quoi ça parle, eh bien, The Warlord, nous avons donc un pilote d'avion qui s'appelle Travis Morgan, c'est un pilote de l'US Air Force, qui va espionner des bases russes, et puis d'un coup il se retrouve dans le pôle Nord, et puis il traverse la Terre, parce que la Terre, elle est creuse, et il y a une autre Terre à l'intérieur de la Terre. Vous savez, c'est des vieux trucs de science-fiction, donc ça a été repris. Et donc il se retrouve dans une jungle, Travis Morgan. Donc vous voyez, là c'est un pilote qui d'un coup se retrouve dans une jungle, dans une espèce d'univers fantasy avec des princesses, des guerriers, des bestioles, de la magie. C'est Scartaris qui s'appelle ce nouveau monde. Et donc notre ami Travis Morgan, il va vite s'adapter donc à ce monde-là. Et il va devenir lui-même un guerrier, le Warlord. Donc on est complètement dans un univers à la Conan. C'est vraiment des histoires... alors ça se lit très très vite, les épisodes font 17 pages. Vraiment, ça se lit à toute vitesse parce qu'il y a beaucoup de combats. C'est globalement chaque épisode... Travis Morgan et puis la princesse qu'il rencontre, qui s'appelle Tara, qui est ici, va affronter le monstre ou le magicien du jour. Donc oui, c'est très très semblable un petit peu à ce qui se passe sur du Conan, par exemple. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à du Conan le Barbare, si ce n'est que là, il y a quand même une trame qui est un petit peu plus... on n'est pas dans un monde de fantasy directement, on est plutôt dans un monde de science-fiction. Il y a Atlantis aussi, la cité engloutie, qui fait parler d'elle. Il y a des retours sur Terre, parce que le temps s'écoule différemment sur Scartaris que sur Terre. Donc lui a passé peut-être quelques mois sur Scartaris, mais... il se trouve que plusieurs années se sont écoulées sur Terre. Vous voyez, là, il revient sur Terre, par exemple. C'est plutôt pas mal. Enfin, c'est quand même assez redondant, je vous disais, puisque globalement, Travis Morgan, il va se battre à chaque fois contre le monstre du mois. Alors, il y a quand même une intrigue un petit peu plus... Il va rencontrer à chaque fois une super princesse...
finir ensemble à chaque fois. Bon, il y a beaucoup de combats, il y a des planches très dynamiques de Mike Grell. C'est un de ses premiers boulots après la Légion des super-héros à Mike Grell, en tout cas en tant que scénariste et dessinateur. Ouais, c'est très fantasy, c'est vraiment beaucoup, ça m'a beaucoup fait penser à Conan. Il y a quand même une intrigue un petit peu plus au long cours avec donc le méchant de la série qui s'appelle Deimos. Et il y a toute une intrigue. Il revient 3 fois sur les 36 premiers épisodes. Il y a 3 arches narratives avec lui, notamment une avec le fils de Travis Morgan, parce que le temps s'écoule différemment. Donc à un moment, Travis, il perd Tara de vue pendant très 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 longtemps. Et Deimos revient et capture son fils. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième intrigue. Et puis on le revoit une troisième fois quand il prend possession d'une autre personne. Alors, Travis Morgan, il va être entouré parce qu'il ne va pas rester avec Tara tout le temps. Il va avoir plusieurs compagnons de route. Une mercenaire russe qui l'a suivi, là, la dame que vous voyez qui est très très peu vêtue. Machiste, un de ses amis qui va combattre avec lui. Il va avoir un voleur, il va avoir une femme chat qui va être à ses côtés. La femme chat, elle s'appelle Shakira. C'est rigolo. Donc, bon, qu'est-ce que ça donne donc, en dehors de l'aspect, à chaque fois, je vais rencontrer le méchant, le magicien, le monstre, le serpent, etc. Il y a quand même un discours qui est plutôt intéressant sur la tolérance, parce que on pourrait penser que The Warlord, il traite les femmes comme Conan traite les femmes. C'est pas tout à fait ça. Il y a quand même pas mal de choses sur se méfier des apparences. C'est pas parce qu'une femme est peut-être moins forte qu'elle n'a... C'est plutôt un discours très tolérant, pareil, sur la couleur de peau de machiste. Il y a un discours qui est plutôt sympathique. Et on est dans les années 70, donc là, venez pas me chercher du wokisme. Après, ça reste quand même de la fantaisie. Donc il y a des jeunes femmes qui sont très dévêtues. Mais bon, The Warlord, il est rarement habillé. Il est rarement habillé, donc il est aussi nu que ses comparses. C'est pas mal. Il y a un épisode totalement méta. Où il se passe n'importe quoi, et à la fin, vous avez quand même Mike Grell qui discute avec l'éditeur Jack Harris. Tiens, c'est assez bizarre. Moi, je ne le retrouve pas. C'est plutôt en fin de volume. C'est assez bizarre. Ça raconte pas grand-chose, mais ça m'a vachement surpris. Cette histoire. Ah, voici Shakira, la femme chat. Voilà. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça se lit très très vite. Vraiment, les épisodes se lisent à une vitesse folle. Il y a quelques épisodes qui sont plutôt sympas. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et puis, niveau dessin, c'est Mike Grell, quoi. Même si c'est ses débuts, c'est toujours hyper dynamique. C'est pas mal du tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, Warlord, c'était une série qui était bimestrielle, donc qui était publiée tous les 2 mois. Donc, Mike Grell, il faisait son ancrage tout seul. Et puis à un moment, le truc est passé mensuel et on lui a mis Vince Coletta à l'ancrage. Et forcément, ça perd un petit peu en précision. Et c'est Coletta qui va ancrer quasiment les derniers 20 épisodes de la série. Alors avec des plus ou des moins, des fois il est très très bon sur l'ancrage, Coletta. Des fois on sent que il tire un peu la langue. Vous voyez, là c'est pas foufou quand même, surtout en haut. Alors qu'il y a des moments où c'est beaucoup plus intéressant.
Il y a toute une histoire sur qu'en fait, Travis Morgan, il a un destin. C'est pas The Warlord pour rien. C'est pas très développé encore. Il l'a admis lui-même, hein, Mike Grell, dans sa préface, qu'il savait pas trop où il allait, en fait. Hein, qu'il savait pas trop où il allait au départ. Donc, bon... euh, il invente les histoires un peu au fur et à mesure, mais vous voyez que graphiquement, c'est pas mal. L'ancrage de Coletta, c'est pas le pire ancrage qu'il ait pu faire, hein, mais on sait que Mike Grell ne voulait pas de Vince Coletta, et il se vengera dans un autre épisode, mais qui n'est pas dans cet omnibus-là. Donc, qu'est-ce que ça donne, cet omnibus Warlord? Moi, je trouve que c'est pas mal. En plus, donc déjà, rien que le papier est très bien. Ah, voilà. Ça, c'est le fameux épisode où il se passe n'importe quoi. Et puis là, vous avez Jack C. Harris. Et puis ici, là, vous avez Mike Grell et puis Jack C. Harris. Donc, à savoir l'artiste, enfin, l'auteur du bouquin et l'éditeur du livre qui ont fait des aventures n'importe comment pendant un épisode. Vous voyez, il y a Tweedledee et Tweedledum. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. C'est un délire. Hein. Il y a un épisode aussi qui est pas terrible, qui est limite... qui reprend le tout premier épisode, même avec les mêmes planches, donc on pense que Mike Grell, il devait être un peu à la bourre. Dans cet omnibus, vous avez quand même pas mal de bonus, avec des planches originales en noir et blanc. Il y a des courriers des lecteurs. Et puis vous avez un joli... Voilà, les pages se déplient à un moment et vous avez un joli poster signé Mike Grell, donc en couleur et puis en noir et blanc derrière. Donc c'est plutôt sympa. Vraiment c'est sympa. Après, j'aurais aimé un peu plus de consistance dans l'histoire sur les épisodes. Là c'est vraiment quasiment des épisodes solo, alors ça peut suivre très bien. C'est un peu la nostalgie qui parle aussi, mais enfin, quand même, niveau dessin, ça envoie du lourd. Hein. Puis Mike Grell, je pense qu'il va évoluer. Alors, moi, j'avais le souvenir donc, du showcase, des quelques épisodes que j'avais pu lire étant petit. Donc, pour moi, c'était une super série. Alors, je ne sais pas si les épisodes que j'ai lus étant petit sont des épisodes qui sont postérieurs à ceux qui sont dans cet omnibus. Mais il me semblait qu'il y avait une histoire un peu plus cohérente. Après, Mike Grell, on sait qu'il va sortir beaucoup de choses, hein, notamment sur Green Arrow, sur John Sable. Enfin, il va vraiment devenir un bon scénariste. Hein. Il a même fini par faire du Iron Man dans les années 2000, me semble-t-il. Donc, c'est quelqu'un d'important dans la culture comics, Mike Grell. Et ça, c'est une de ses premières œuvres, et je pense que ça doit être une de ses premières en tant que scénariste et dessinateur, puisqu'il dessinait déjà sur la Légion des super-héros lors du départ de Dave Cockrum. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pour quelqu'un qui aime les comics, c'est vraiment très bien. Après, pour ceux qui sont fans de Conan, vous pouvez y aller aussi. C'est vraiment très intéressant. Après... est-ce que c'est vraiment exceptionnel? Non, je vous avoue que je me suis un petit peu ennuyé parfois, où il y a quelques épisodes que j'ai passés très vite quand il se bat contre des serpents géants, ou des choses comme ça. J'espère toutefois qu'il y aura un deuxième omnibus, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été résolues, notamment concernant le fils de Warlord. J'attends vraiment avec impatience le deuxième omnibus, donc rien que pour ça, je vais lui mettre 3 brocolis aussi. Vous voyez, cette semaine, c'est pas très varié en termes de notes. Mais j'ai pris du plaisir à lire les 3 trucs que je vous ai présentés là. The Warlord, ouais, ça reste un truc un petit peu doudou pour moi, là. Et c'est... j'espère avoir le deuxième omnibus pour savoir si niveau histoire, on commence à avoir un fil rouge ou pas. Et je crois qu'après, c'est Dan Jurgens qui va reprendre, à moins que ce soit sur Green Arrow, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, ce Warlord, je vais lui mettre 3 brocolis aussi. Voilà, parce que vraiment, alors ça se lit vraiment très vite. Et puis, moi, j'aimerais bien que DC continue à sortir
Alors sous omnibus ou dans un autre format, puisque maintenant vous avez les World's Finest, mais alors avec un papier glacé, du coup, qui rend moins justice au vieux dessin. Moi, j'aimerais bien que ce soit le début pour DC et qu'ils puissent nous ressortir des épisodes de séries comme ça, fin des années 70, début des années 80. Moi, j'attends toujours des recueils avec Firestorm, par exemple, avec Arion, prince d'Atlantis, avec Yann Doursema, hein, qui était au dessin avec un style totalement différent de ce qu'elle fait maintenant sur Star Wars. Je comprends pas pourquoi ils ont jamais ressorti des choses sur Batman et les Outsiders, avec Jim Aparo et Alan Davis quand même au dessin. Toutes ces séries-là, il y a un trou que DC n'a, à ma connaissance, et je pense que quand même, depuis le temps que je suis, je les aurais trouvées, n'a jamais réédité des séries comme ça. Toutes ces séries qui étaient éditées chez Aredit à l'époque, avant que ça ferme, donc en France, ça devait être au milieu des années 80, peut-être fin des années 80, là j'ai plus de souvenirs, début des années 90, je sais plus, toutes ces séries-là, Arion, Warlord, Arak, le fils du tonnerre, toutes ces séries-là qui ont un intérêt parce que c'est pas dessiné par n'importe qui, les histoires me semblaient plutôt cool, les Omega Men aussi, les Omega Men sont revenus sur le devant de la scène. Pourquoi on n'aurait pas un omnibus Omega Men enfin, je veux dire, il y a du Sean McManus, il y a du Keith Giffen. Moi, j'attends vraiment, et j'espère que ce Warlord-là, c'est le premier d'épisode de cette période-là de chez DC qui a jamais été republié, et donc à part les singles ou quelques épisodes par-ci par-là, vous pourrez jamais les revoir. Bah moi, je le souhaite parce que globalement, c'est un petit peu ce que j'ai envie de relire. Alors, j'ai toujours conservé mes éditions françaises. Mais ouais, j'aimerais bien revoir ces épisodes-là, ces séries-là rééditées. The Warlord en faisait partie, donc je suis très content de l'avoir en omnibus. J'espère vraiment qu'il y aura un 2. Et puis, ben voilà, en attendant, 3 brocolis pour The Warlord, c'est plutôt mérité. Et c'est à adresser donc aux gens qui vraiment sont fans de tout ça. Eh bien écoutez, voilà, hein, c'est la fin de notre émission de cette semaine. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci d'être resté jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'au bout. En attendant, moi je vous donne rendez-vous dans une semaine. Alors soit le mardi soir, soit le mercredi matin. On est en train de définir quand est-ce qu'on peut la sortir. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu ces épisodes de Warlord sur les comics Pocket à Ready ou quand ils étaient en couleur. S'il y a des séries de ces années-là que vous aimeriez revoir, je pense pas qu'on l'ait en VF un jour, The Warlord, à moins que ça fonctionne du feu de Dieu et qu'Urban nous refasse ça dans un gros pavé. J'y crois pas beaucoup, donc à mon avis, allez-y pour la VO. En tout cas, vraiment le format très très léger, vous voyez, vraiment c'est très bien. J'espère qu'ils vont sortir plus d'omnibus dans ce format-là, parce que ça rend justice aux couleurs d'époque. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie encore une fois. À très bientôt. Faites partager votre passion des comics et en attendant, prenez soin de vous.